c'est pas open source, c'est pas connu, c'est pas très original, mais c'est quand même mon Windows. coup de cœur. Et ben moi, c'était un truc un peu geekos. Après, c'est une connaissance qui est absolument incroyable, mais qui permet en fait d'avoir des... Faut pas se tromper comme Krasuki dans les chiffres. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. De trilliards de tokens, trillions de Normalement, tokens. tu parles en tératokens. C'est un enfer la domotique. C'est qu'on a tous les mêmes problèmes, mais un petit peu différents. Bonjour et bienvenue dans À la French. Vous avez été des centaines à nous laisser des commentaires hyper positifs et on vous remercie beaucoup. Vous verrez, on répond à tous les commentaires, parfois avec un peu de sarcasme, mais c'est pour le fun. Et on est cette semaine avec nos deux amis, compères, experts. Steve Morin. Bonjour. Bonjour. Quelle joie de revenir. Ouais, c'est cool. Ça y est. On est là, on est bien. On est reparti là. On est reparti. Ouais, complètement content. Et avec Jean-Baptiste Kempf. Salut. Enchanté. Et votre serviteur, Mehdi Medjaoui. Voilà, on va parler de 10 projets open source qu'on a vus ces 12 derniers mois, qui sont soit sortis un peu avant, mais qui ont buzzé un peu plus ces 12 derniers mois, ou qui sont sortis ces 12 derniers mois. Et l'idée, c'est surtout de pas parler des projets mainstream. Tout le monde les connaît, ils ont été couverts. Là, on va vous parler des choses qui ont été sous le radar. Peut-être que certains, vous en avez entendu certains, mais on pense que la majorité, vous allez les découvrir et vous allez les apprécier. Alors, on va faire un petit tour des différents projets. On va commencer par toi, Steve. Tu es venu avec quoi aujourd'hui ? Moi, j'ai un petit projet. Alors, c'est un petit peu technique, mais en même temps, c'est hyper important. C'est un projet qui s'appelle uSearch, ou uSearch, qui est écrit par une seule personne, qui s'appelle Ash Vardanian, qui se trouve depuis est devenu un copain, mais à l'époque où j'ai connu le projet, c'était pas du tout je le connaissais pas, quoi. Et en fait, uSearch, c'est quoi en termes techniques réels? C'est un moteur d'indexation vectorielle. Alors, ça sert à quoi un moteur d'indexation vectorielle? Dans l'IA, quand on parle de choses, quand on intègre, quand on insère des documents pour qu'une IA puisse venir les consommer, ce qu'on appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation. Derrière, il y a ce qu'on appelle une base de données vectorielle qui permet de retrouver des petits bouts comme ça, de concepts, de mots, de passages, etc. Et en fait, uSearch, ça implémente un algorithme qui s'appelle HNSW, Hierarchical Navigable Small World, qui est un papier qui a été publié à peu près en 2016. Et l'idée, c'est de diviser l'espace vectoriel en plein de petits espaces pour donner un ordre de grandeur. Pourquoi c'est un truc un peu un big deal? C'est ce qui power absolument pas absolument, mais en tout cas la plupart des extensions vectorielles, pgvector sur Postgres. Weaviate aussi. Weaviate. Et tu n'as pas de limite en taille de l'espace. Tu n'as pas de limite en taille de l'espace. Évidemment, c'est quelque chose que tu décides à l'indexation. Mais non. Et alors là où ce qui est très fort, c'est que c'est un ingénieur incroyable. Et lui, il a vraiment inséré la partie ingénierie dans le truc. Et l'ordre de grandeur, on est passé de 5000 requêtes par seconde avec le précédent état de l'art qui était fait par Facebook, à peu près 300 000 requêtes secondes. Donc là, on parle quand même de beaux volumes. Et du coup, c'est devenu un petit peu la brique de base. Et tout le monde réutilise. Écoute, pourquoi pas? Et j'ai une question, est-ce qu'on a encore des moteurs de base de données vectorielles qui ne sont pas open source? Oui, il me semble, Weaviate, je crois, qui n'est pas open source. C'est pas open source, je crois qu'il y avait une partie open source. Alors peut-être il y a des parties open source, mais pour moi c'est un open core Weaviate. En fait, ce qu'ils essayent ce qui se passe, c'est qu'ils vont mettre la partie, par exemple, accélération GPU, close source, etc. D'accord. Mais peut-être pour intéressant, qui peut intéresser, j'en suis certain d'ailleurs, nos auditeurs, les GPU, c'est très très mauvais pour faire de l'indexation, parce que l'indexation, ça réclame très souvent ce qu'on appelle du branching, c'est-à-dire le fait de dire je vais aller, on va dire, ignorer une partie de l'espace, et donc je vais aller à gauche ou je vais aller à droite, et puis je vais descendre comme ça. Les GPU sont très mauvais à faire ça. Donc il y a d'autres approches pour le petit délire IVF, par exemple, qui sont des approches un peu plus de brute forcée. Mais donc souvent, la partie un peu GPU, elle est close source. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait.
Mais voilà, je voulais un peu parler du source parce que quand j'ai découvert, j'ai vraiment eu l'impression de tomber sur un truc que tout le monde était en mode, bah, évidemment. Il est tout seul à maintenir ça. Il est tout seul à maintenir ça. Et qui le paye? Alors, ce qu'il paye, c'est ses précédents investissements dans quelques boîtes qui ont bien marché. Ok. Donc il est en mode. Il est en YOLO. mode hacker et tout. Indie hacker, quoi, indépendant, Indie hacker, autofinancé. ouais. Alors, il fait partie d'un fonds d'investissement maintenant aussi, qui est un peu l'ancienne team de Yandex, maintenant Nebius, etc., qui s'appelle AL.VC, j'ai la chance d'avoir comme investisseur, qui sont des gens absolument incroyables, des bons, gros, fat ingénieurs bien qui tâchent, quoi. Et de toutes les bases vectorielles utilisent ça, Pinecone et tout, ou non, Bah, pour l'instant, c'est pas encore. Celle qu'on connaît en tout cas, Ouais. oui. Ouais. Faut quand même, on voit, il y a quand même un niveau pour avoir lu le code. Enfin, j'inviterai tout le monde à lire le code, mais voilà, il y a un niveau d'optimisation qui est quand même rarement atteint. Et Il a mastered la base de données vectorielle, quoi. Ah oui. Et puis en plus, il a une approche vraiment très engineering driven. Il a un blog, j'invite aussi à le lire. Tu l'as lu c'est C'est voilà, velu, quoi. C'est comment j'optimise. Velu, t'as dit ouais. Ouais, c'est velu. C'est velu. Bah, par exemple, C'est barbu, c'est velu. Pour ceux à chevelu. qui ça parle, c'est tiens, sur telle version du processeur Zen 4, le port 4, quand tu fais du SIMD, il est pas machin. Et comment je passe de 20 gigas à 80 gigas seconde, quoi. C'est ces ordres de grandeur qu'il arrive à sortir. C'est le genre de truc qu'on fait aussi quand on fait de l'assembleur là, dans FFmpeg ou David, où Ouais. tu as quand même les gars, en fait, ils te disent alors moi je vais utiliser plutôt cette instruction parce que sur tous ces processeurs, il y a une latence de 4 dans le pipeline, de 4 cycles dans le pipeline, alors que d'autres c'est 3. Et donc en fait, c'est une connaissance qui est absolument incroyable, mais qui te permet en fait d'avoir des gains, gros gains de performance. Alors on rigole en plus, mais juste peut-être détail, quand on parle de gros gains de performance, on parle de multiples, hein. Les niveaux d'optimisation dont vous parlez à chaque fois FFmpeg, c'est multiple. C'est x10, x20. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc YouSearch. Voilà. YouSearch, moi je voulais en parler parce que je voulais saluer travail incroyable. Il y a peu de fois où je suis vraiment, je suis déjà assis, et ben je suis redoublement assis quand je lis, quoi. Donc voilà, je voulais en parler. Eh ben, YouSearch, lien en commentaire, lien du repo GitHub, lien vers le blog dans les commentaires. JB, toi, c'est quoi un des 3 projets? Musique assistant, donc rien à voir, on ne fait pas de l'IA. Ah oui. Musique Assistant, c'est un projet qui est fait par les gens de Home Assistant et qui règle un peu la galère que tu as chez toi. C'est-à-dire que en fait, tu écoutes de la musique de plein de sources différentes, que ce soit du YouTube, du Spotify, du Netflix et même et ta collection locale. Et puis après, tu as des enceintes intelligentes connectées qui sont plus intelligentes parce qu'il n'y a plus le support, etc. Et donc, bah oui, mais tu comprends, j'ai acheté ma super enceinte Bose qui va bien, mais ça sait se connecter que sur cette version de Spotify. Et c'est assez frustrant. On a vu avec le Chromecast les catastrophes de versionning. Et donc là, c'est un agrégateur de sources. Donc il va prendre toutes les sources, il va les indexer. Il va faire de l'indexation, alors pas avec YouSearch, mais il va faire de l'indexation où il va être capable de comprendre que c'est le même morceau, que c'est la même, c'est différentes sources, mais pour le même morceau de musique. Et ensuite, ça va te l'envoyer de plein de façons différentes, compatibles avec Subsonic, avec AirPlay, etc. Donc en fait, plutôt que de devoir en fait gérer un peu cette matrix infinie de tous les types de sources et tous les types de sorties, ça fait un standard et qui te donne une interface. Et puis c'est fait full open source par les mecs de Open Assistant. Et donc ça gère tout ce qui est multi-room audio, tous ces trucs-là? Bah, en fait, effectivement, ça va être capable de gérer au mieux plusieurs rooms. Donc, c'est une sorte de, je sais pas, de super Sonos open source, mais qui va marcher multi-source et multi-sortie. Donc, tu peux avoir un truc en Sonos, une sortie en AirPlay, un truc sur Toi, tu t'en sers? Moi, je m'en sers, ouais. Et alors, ça fonctionne? Tu peux en parler, ouais? Ça marche assez bien. Parce que toi, t'es quand même vachement, on va en parler, enfin, on parle quand même de JB Kempf, quoi. T'es quand même hyper précis sur ce genre de truc. Donc toi, t'es content, déjà? Moi, je suis content. De toute façon, moi, ma musique principale, en fait, c'est du local. Moi, j'ai très peu de streaming. J'ai pas mal de films et pas mal de musique chez moi, à lire beaucoup. Alors, pas autant que sur Analib, là, qui a indexé tout Spotify il y a pas très longtemps, dont tout le monde a un peu à parler. Mais en fait, ouais, c'est quand même assez cool parce que quand t'as une maison, quand tu veux gérer plein de trucs. Et surtout, moi, j'en ai marre
je trouve que par exemple pas mal d'app, notamment Spotify, je trouve que ça consomme beaucoup en RAM, ça marche jamais correctement. Puis ça marche plus trop. Enfin, pardon, Spotify Connect. Ouais, bah Spotify Connect. C'est devenu n'importe c'est, quoi. Et alors, dernièrement, j'ai pas mal utilisé. Moi, je suis emmerdé pour le coup. tu Je vois, suis très client de ce que tu racontes. Et il y a pas longtemps, en fait, moi, j'ai utilisé pas mal Google, YouTube Music, parce qu'il y a des choses que j'ai sur YouTube Music que j'ai nulle part ailleurs, parce qu'en fait, finalement, c'est juste l'audio de trucs qui ont été uploadés. Et ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ça t'agrège tout et ça te fait une UI simple. Il me manque, je dois avouer, il me manque un jukebox. Tu sais, j'ai envie d'avoir un hardware jukebox qui se connecte à Music Assistant et où, tu vois, tu puisses glisser comme dans un diner américain. Est-ce qu'on peut dire que c'est le VLC de la musique? Non, pas du tout. Tu peux pas dire ça parce que vraiment, c'est la partie server-side. Ouais, c'est la partie, on est donc, d'accord. tu vois, mais justement, dans VLC, on a un playback UPnP DLNA qui pourrait se connecter à Music Assistant. Et puis, il y a tout un truc autour de Subsonic et Ampache, qui est une sorte de format. Et je crois qu'on va intégrer ça dans VLC parce que j'ai un peu ce besoin, quoi. C'est le Winamp de 2026, quoi. Si tu veux, allez. Allez, ok, bah pareil, lien en commentaire pour aller voir Music Assistant et pour aller tester, puis l'installer. D'ailleurs, on l'installe sur quoi? Sur un Raspberry Pi, sur n'importe quoi. C'est vraiment la même philosophie que Home Assistant. Moi, ce que je fais chez moi, c'est que j'ai un petit NUC dans lequel j'ai des machines virtuelles avec Proxmox, et dedans, j'en ai un, c'est mon Home Assistant, et l'autre, c'est mon Music Assistant. Et mon autre, c'est Imlich pour mes photos. Eh ben écoutez, super. Music Assistant pour ceux qui veulent réagglomérer toute la musique qui est fragmentée sur toutes les différentes enceintes, services de streaming ou locaux d'ailleurs, hein. Moi, le projet que je vais vous présenter, c'est Common Corpus. Common Corpus, c'est un projet, on va dire, d'open data. Ça vient d'un constat qui est que la majorité des IA génératives que vous connaissez, OpenAI, Anthropic, Mistral, ils ont été indexés une très grande partie du web, ou la quasi-totalité du web pour certains, sans forcément être sûr de la validité des droits et du copyright de ces contenus. Donc c'est assez compliqué. Ils sont un peu dans une logique qu'on connaît un peu, ask for forgiveness, not for permission, hein, un peu en mode on verra, on prend tout, puis on verra après, on négociera plus tard. Et donc l'idée, c'est que quand on utilise les résultats de ces IA, quelque part, il existe potentiellement un risque juridique d'utilisation, hein, parce qu'en termes de droit. Et puis surtout, elles ne sont pas forcément éthiques parce qu'elles n'ont jamais rémunéré directement les créateurs de ces contenus-là, quoi. J'avais vu un chiffre, c'était, ils avaient estimé globalement, hein, mais qu'un OpenAI ou Anthropic, s'ils avaient dû payer tout le copyright de tous les contenus qu'ils ont pris, c'était à peu près 1800 milliards de dollars. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. C'est pas choquant, en fait. Quand tu regardes, par exemple, les livres, le prix d'un livre, même en version éditée, en fait, même en numérique, c'est vite $10 le livre, en fait. Alors, et ça, c'est pour l'usage de la lecture personnelle. Si tu veux les droits du livre... Ah ouais, mais... C'est plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Je rappelle qu'Aaron Swart, il s'est quand même suicidé parce qu'on lui avait fait, soi-disant, il avait téléchargé un certain nombre de journaux. On était sur 0,01% des journaux. On est bien revenu de ça. Et là, en fait, tu as OpenAI ou Meta qui ont téléchargé l'intégralité, probablement sur LibGen, donc de façon en plus totale, full piratée, et personne ne dit rien. C'est la fameuse blague des deux prévenus qui sont en attente de leur procès. Il y en a un qui a volé 2 bottes de foin, il y en a un qui a volé $2 millions. Et il y en a un qui dit $2 millions, tu vas prendre super cher en termes de sentence, quoi. Puis les deux sont jugés. Verdict, celui qui a volé 2 bottes de foin, il prend 2 ans ferme. Celui qui a volé $2 millions, il prend 2 mois avec sursis. Et ils se regardent et puis ils disent mais c'est bizarre, moi j'ai volé 2 bottes de foin et toi tu prends si cher. Il fait, tu crois que les juges ils mangent du foin? Tu vois. donc c'est un peu la même idée. Enfin, les mecs quand ils volent gros. Ils deviennent énormes, ils deviennent hyper puissants. Et donc l'idée justement de Common Corpus, c'est de faire un jeu de données qui soit garanti libre de droit. Donc c'est quoi? C'est du Wikipédia, c'est des données open data avec des licences libres, c'est des vidéos pareils dont les contenus sont libres de droit. Et ils ont fait tout un jeu de données. C'est à peu près 2 milliards de tokens aujourd'hui. Je crois que c'était 3 milliards. 2 000 milliards. 3 000 milliards. De 1000 milliards. Oui, ouais, on parle de 1000 milliards. Pour moi, on parle
2 à 3 de trilliards de tokens. Trillions de tokens. Normalement, tu parles en teratoken. En teratoken, voilà. Donc 2000 milliards de tokens, il ne faut pas se tromper comme Krasuki dans les chiffres, pour les anciens. Donc voilà, donc pour entraîner les IA, aujourd'hui, la majorité des IA qui veulent être hyper fiables, souveraines et éthiques peuvent s'entraîner sur Common Corpus. Donc voilà, pareil, lien en description. Et c'est fait par une boîte française qui s'appelle Playas, donc Anastasia Stasenko et Pierre-Carl Langlais, qui vraiment, je vous conseille de les suivre sur LinkedIn. Ils sont hyper intéressants sur comment on fait des jeux de données et comment on fait des modèles d'IA qui respectent l'éthique du copyright et l'éthique en général des données personnelles. C'est soutenu aussi par les Ils ont fait des trucs très sympas, ils ont fait des très très beaux travaux sur les petits modèles. Ouais. Repousser les limites de ce qui était possible, ce qui est moi je trouve ça super parce que ça fait un peu face à une sorte de boulimie. On met tout à 11 en espérant que ça passe. Là, à dire, bah non, il y en a encore sous le pied. Non, et ils sont très bons. Moi, je trouve qu'ils font les choses avec la bonne éthique. Et les quelques fois où je leur ai parlé, je leur ai dit, vous imaginez que vous feriez tout en mode hyper privé, vous auriez levé beaucoup plus d'argent beaucoup plus vite. Puis finalement, non, ils restent dans la logique de on va tout faire bien et on y arrivera comme ça. Donc franchement, force à eux. Et donc voilà, allez voir Playas et Common Corpus. C'est l'idée. Steve, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Eh ben, puisque voilà, JB m'a lancé sur les assistants, je vais faire le petit rebond. Moi, j'ai parlé d'Home Assistant. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine qu'il n'y en a pas grand monde en tout cas qui écoute, qui ne connaît pas. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même un petit peu... c'est pas un sujet facile et surtout, c'est pour moi, je pense, une merveille. En plus, c'est européen parce que c'est danois, c'est porté par une boîte danoise. Donc, Home Assistant, qu'est-ce que c'est Home Assistant ? Home Assistant, c'est... une sorte de cerveau domotique de la maison. L'idée, c'est du coup d'agréger, de faire parler un certain nombre d'écosystèmes Un certain nombre, ouais. Tu veux dire des milliards d'écosystèmes incompatibles. T'as raison. C'est un enfer, la domotique. C'est complètement un enfer la domotique, parce que, en fait, c'est le problème typique de la domotique, c'est qu'on a tous les mêmes problèmes, mais un petit peu différents. Et donc, chacun a essayé de faire, il y a Philips Hue, tous ces trucs-là, a essayé de faire. Philips Hue, c'est les ampoules. C'est les ampoules, voilà. On croirait que c'est Philips Hue. Tu sais, genre Philips Hue. Philips Hue. Ouais. Monsieur Philips Hue. L'idée, c'est de dire que il y a Ikea avec Tradfri et tout. Mais sachant que même Ikea, tous les modèles d'Ikea ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va faire un petit peu, d'un côté, les appareils, de l'autre, on va dire, la partie interaction, c'est-à-dire les appareils qu'on peut commander et comment on interagit avec eux, avec quoi on les branche. Donc typiquement, j'ai mon ampoule Tradfri de chez Ikea que je mets sur mon Home, Apple Home, et puis c'est seamless et ça marche, ou mon Android, machin. Et alors ce qui est génial avec vraiment Home Assistant, c'est qu'on a cette décorrélation entre ce que le matériel est possible, ce que le matériel sait faire, et ce nous on peut autoriser dans les spécificités qu'on a dans la domotique. La domotique, c'est vraiment un truc de tout un chacun. Moi, le matin, à 7h30, quand je me lève, je veux que le truc s'allume, machin et tout et tout. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir pour tout le monde. Et alors, l'approche qu'ont beaucoup de fabricants, c'est d'avoir des sortes de systèmes où on va soit mettre des scénarios déjà faits, soit mettre des systèmes où les gens ils peuvent décrire, mais ça marche pas bien, quoi. Et donc, en fait, ça finit quoi à la fin ? Ça finit par la domotique chez les gens, c'est l'ampoule connectée qui s'allume bleue, quoi. C'est pas ou l'interrupteur qui marche pas. Donc ça doit être j'arrive, la pièce se met à la bonne température, le divan il s'ouvre, le frigo le four il se met à cuisiner. Mais l'idée c'est que ce petit scénario là, il est extrêmement à tout à chacun. Parce que mon four, en fait, il se trouve qu'il faut l'allumer 2 fois parce qu'il est un peu vieux, machin. Donc tous ces trucs là, en fait, c'est ce côté un petit peu spécifique. Et avec ce côté un peu agrégation, ce qui pour moi fait la force de Home Assistant, et ça permet, d'un point de vue tout simplement, si on est sur des sujets par exemple de quotidien, de qualité de vie, de rénovation, même de valorisation de biens immobiliers, on fait quand même des bons en termes de prestations qui sont quand même assez impressionnants. En gros, si j'ai un Home Assistant et connecté avec tous mes objets, ma maison elle prend 10%, c'est ça ? Ah bah tu peux. Bah, moi je peux te donner un truc qui pour moi a été changement dans ma vie. J'ai acheté des ampoules qui changent de température. Donc, c'est des ampoules Ikea à 10 balles, en l'occurrence. C'est des Tradfri. Il se trouve que c'est les meilleurs, en tout cas pour le rapport qualité-prix. Mais ce n'est pas des RGB, hein, c'est juste changement. C'est pas des RGB. Ouais, ça change juste la température. C'est ce qu'on appelle des CCT, Color Changing Temperature.
ou CWWW, mais bon, cold white, warm white. Et l'idée, c'est que c'est des ampoules qui sont, voilà, tout simplement, on peut mettre du blanc chaud, du blanc froid. Puis dans Home Assistant, qui les connaît, qui les pilote, j'ai un petit bout de programme qui a été fait par quelqu'un de la communauté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les gens ils peuvent faire des petites briques et puis on les compose comme on veut. Et ben, ce petit bout, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il va aller regarder par rapport à la date et la position GPS, enfin, là où j'habite, la position du soleil, et il va le matin et la journée me faire une couleur plutôt froide, un blanc plutôt froid, et le soir, un blanc plutôt chaud. Et alors, du coup, la journée, c'est extrêmement revigorant, puisqu'on a un blanc qui est hyper engageant, et le soir, c'est très cosy. Et alors ça, moi, personnellement, en termes de qualité de vie, c'est un bon. Mais déjà, en gros, ça me fait penser, tu sais, aux voitures quand elles sont toutes options. Tu sais, elles valent plus cher à la revente que les voitures pas toutes options. Et donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est tu veux, au prix de l'immobilier en ce moment, Moi, toute ma maison, c'est Home Assistant, j'ai mes radiateurs, j'ai ma consommation électrique parce que j'ai une extension sur mon Linky qui s'appelle Linksy, qui est plugué dessus. C'est fait par un Français aussi. Qui me permet d'avoir toute ma consommation électrique en temps réel. J'ai évidemment un certain nombre de lumières, voire quasiment toutes mes lumières, je pense, juste en on-off et puis en allumage. J'ai mes volets. Ce que j'ai pas pour le moment, c'est que j'ai pas de truc de consommation d'eau. Mais bon, ça existe. Hein. Je sais que ça existe, mais il faudrait que j'ai un truc sur ma vanne principale. Pour le moment, j'ai pas l'air d'avoir un problème d'eau important. Putain, mais j'imagine le business. Tu sais, il y en a beaucoup plein, ils achètent des appartes et ils les retapent en termes de travaux pour les revendre. Mais là, tu les retapes pas, tu les prends déjà faits et tu les rehausses au software Home Assistant. C'est vrai, mais après, il y a quand même un petit problème avec Home Assistant, c'est que c'est globalement pas hébergé, donc c'est à toi de l'héberger. Et c'est pas toujours. Oui, mais tu le mets sur un petit. Tu as un NAS, oui, mais rien que les mises à jour, etc. Pour quelqu'un de très lambda. Tu vends le service. Tu vends le service, tu vends le software. C'est ce qu'a fait. C'est ce qu'essayaient faire les créateurs. Les créateurs. Laura Merlin, par exemple, c'est un peu ce qu'ils faisaient. Tu sais, ils avaient tout leur système, je sais pas si ça existe encore, qui était plus ou moins avec une sorte de petite box en fait. Et de fait, ce que tu fais, c'est dedans, c'est une sorte d'Home Assistant. Moi, j'adore Home Assistant. Il y a quand même deux trucs qui sont un peu moins cool, c'est que quand tu veux faire des scénarios compliqués, il faut les programmer avec un YAML monstrueux. Et tout est centralisé dans un fichier. C'est vraiment pas très très agréable à utiliser. Est-ce que c'est du maison as code? C'est du. En fait, justement, il manque un éditeur. Il manque un éditeur visuel. Par exemple, moi, j'ai un truc où il y a j'ai besoin de programmer plusieurs interrupteurs. Quand il y en a un qui s'allume, l'autre s'allume en même temps. Tu vois, c'est un interrupteur qui appelle un autre interrupteur. Et là, tu vois, tu es obligé de faire si jamais ça s'est allumé, à ce moment-là, l'autre doit s'allumer, etc. C'est vite compliqué, alors que tu vois, en théorie, tu as un truc qui s'appelle les Zigbee. En Zigbee, tu as un truc qui s'appelle Group. Ça n'a jamais été implémenté correctement par beaucoup des devices Zigbee, donc tu essaies de le faire dans Home Assistant, et là, tu te mets à programmer. C'est pas hyper user-friendly. Des fois. Ce que j'aimerais bien. Il y a bien, Node-RED, que tu devrais regarder. Si tu es un petit peu dans le truc, si tu aimes un peu les workflows vraiment compliqués, Node-RED, ça sert à ça. Ouais, justement. Donc voilà, je trouve que ça, c'est pas encore très bien fait. Par contre, c'est vrai que c'est hyper quali, ça fonctionne toujours. Tu as une communauté assez incroyable. Et pire, et c'est très rigolo, c'est que tu n'as pas une communauté Home Assistant, tu as des communautés de communautés. Donc, par exemple, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une partie que beaucoup de gens utilisent, qui est donc Zigbee to MQTT, donc c'est donc justement une passerelle. Et en fait, tu as une communauté qui s'est créée juste sur un seul plugin qui est utilisé par Home Assistant, mais qui peut être utilisé par d'autres. Donc en fait, c'est assez rigolo, c'est que c'est une communauté, deux communautés, avec le cœur, et ça, j'ai rarement vu dans l'open source. C'est vraiment en plus un truc extrêmement composable. Tout se branche bien, Zigbee to MQTT. À ce niveau-là, maintenant, c'est un quasi-monopole. Le truc, il gère absolument tout. Par contre, petit coup de gueule, et ça s'appelle Home Assistant, c'est que là, on passe de Zigbee à Matters. Et donc là, en fait, tu vas perdre beaucoup de devices parce qu'il y a tout un système de certification avec Matters et Thread. Et justement, Ikea passe à ce nouveau format. Et ça, c'est un peu embêtant parce que tu vas perdre une partie un peu où tu allais acheter des capteurs complètement bizarres sur AliExpress ou par exemple le Linky. Et donc là, c'est un peu embêtant parce qu'il y a tout un système de certification, de professionnalisation. Et ça, c'est un peu moins rigolo. Ce qui est en plus pas incroyable puisque à la base, Matter, justement, c'est fait pour une optique d'interopérabilité. Parce que l'idée, c'était qu'il n'y avait que Home Assistant et qu'à un moment donné, les gens, ils veulent, tu vois, un constructeur, il veut dire, moi aussi, mon truc, il est interopérable.
Et d'ailleurs, je profite un petit peu pour pousser un petit coup de gueule. Je peux, Mehdi Non. Allez, vas-y, vas-y. je pense Allez, que on a le j'y droit. vais C'est à la écrire. French, c'est à la French. Non, on a si, le mais droit, pour on a le droit. coup, contre un constructeur en particulier qui s'appelle Velux, s'il vous plaît. Ouais. Les trucs qui faisaient les Velux. Les Velux. Ils ont un protocole radio qui s'appelle IO Home Control qui est fermé, mais de Jamais. chez fermé, qui n'est pas interopérable. Le seul moyen, si tu veux contrôler tes Velux avec Home Assistant, c'est via une gate cloud à la con chez eux qui tombe de temps en temps. Il faut que tu achètes un boîtier à eux qui se connecte sur Internet à leur serveur truc qui coûte, à l'époque, tu avais un truc qui coûtait que 70 €. Maintenant, c'est 300 balles ou 200 balles, je ne sais plus. Donc, il y a un effort qui s'est créé pour reverse engineer le protocole. Ouais, qui s'appelle IO Own Control, pardon. C'est un channel Telegram. Mais franchement, et j'ai remarqué d'ailleurs que Velux, c'est un peu le quasi-monopole des volets roulants. Évidemment, il n'y a pas que eux, mais Il y a c'est un quand moment même, en France, c'était assez populaire. Il y avait Somfy, je pense que ça continue pas mal. Bah, Somfy, c'est pareil, c'est IO Home Control. Ça, il faudrait qu'ils arrêtent. Ouvrez, les gars. On veut contrôler nos volets On veut avec ouvrir- Home Assistant. on veut ouvrir Ouais, mais nos sauf qu'en Velux, fait, tu vois, tu on sais, veut ils ouvrir veulent nos protocoles, avoir quoi. un business model comme tout, où c'est une subscription. Et donc, Mais ouais, mais si tu veux, moi, le fait de m'enregistrer pour ouvrir mes volets avec mon téléphone. Alors en plus, alors si moi, ça j'ai le tombait problème. pas, je serais d'accord. Mais J'ai le problème. J'ai un radiateur qui était contrôlable en Bluetooth. Bah, tu sais quoi, à un moment, leur app, elle n'a pas été mise à jour pour. bah, voilà, classique. Pour Android. iOS 26. Ah ouais. En plus, ils ont fait évidemment tout un truc custom avec une UI custom. Et en fait, les boutons cliquent plus. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé leur truc et j'ai connecté directement. Mais tu vois, moi, je peux le faire. La plupart des gens ne Exactement. peuvent pas le faire. Ouais. Et ça, je trouve ça assez embêtant. Eh ben écoutez, pareil, Home Assistant, alors vous avez vu, ça a l'air d'être un assez gros système, moi je dirais un sorte d'internet des objets, mais des communautés aussi, un Non, c'est vraiment interréseau. l'open source. De la maison. Hein. C'est l'open Ah, source de la maison. Ok, l'open source de Ouais, la maison. l'open OS, L'OS de la de la maison, maison. quoi. ouais. L'OS En bien fait. Eh ben, Bien fait. ouais. Et alors que certains sont mal faits, ils connectent un peu. Et pour te dire, moi je paye. Nabucasa, qui est là. Oh, putain. Parce que les gens qui ont fait Home Assistant, ils se sont dit à un moment donné, il faut quand même que ça vive. Ils ont fait une boîte qui s'appelle Nabucasa. Alors toi tu payes, tu n'as pas dit Je vais paye refaire. 5 balles par mois, pas pour les services de Nabucasa, parce qu'il y a des services que tu Ça va obtiens. rien. Mais c'est juste J'en ai pour rien à soutenir. foutre. Moi, c'est pour soutenir. Je veux que ça vive, Ah, parce voilà. que ça change ma vie. Et je peux te dire, pour te dire un petit peu où j'ai poussé le point, chez moi, tous les interrupteurs, quand tu appuies, c'est pas un truc Zigbee, c'est direct. C'est une automation dans Home Assistant qui dit « Ah, si c'est cet interrupteur-là, eh ben, c'est rock solide. » Parce que les interrupteurs, tu vois. Quand ça marche pas, tu vois, Ça se voit. voilà. Donc non, longue vie à eux et franchement 5 balles par mois, enfin c'est Ah bah non mais ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Bah voilà. c'est du vol. C'est ça, c'est un peu comme comment il s'appelait c'était Charlie Hebdo. Non, Harakiri. C'était à l'époque Harakiri 10 francs. Si vous pouvez pas le payer, volez-le. Voilà, c'était ça leur baseline qui avait écrit sur le truc. Moi, je voulais parler d'un projet open source qui a été développé par l'État français, qui s'appelle Docs. Alors, Docs, ça fait partie de la suite numérique. Ah C'est plusieurs Très bien, logiciels pour collaborer. Mais vraiment, Docs, c'est quoi? C'est le Google Doc. Google Docs un peu, ou le Microsoft oui. Office 365, voilà, mais pour les services de l'État. Alors c'est open source, ça peut être mis partout, mais c'est vrai que ça a été implémenté directement pour les services de l'État, pour que les services de l'État collaborent entre eux. Il y a quoi? Il y a l'édition de texte. Il y en a qui disent c'est un Notion, il y en a qui disent c'est un Google Docs. Je sais pas, t'as essayé Ouais, bah moi je connais bien, c'est fait par les gens de la DINUM. Pour le moment, on n'est pas encore au niveau Google Docs, ça ressemble plus à une sorte de wiki plus. C'est très cool. Ça va, parce que moi, mon avis assez fort, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui utilisent un traitement de texte compliqué, alors qu'en fait, ils ont besoin d'un markdown. C'est-à-dire, et puis même, j'ai même tendance à dire que, en fait, il y a des gens, beaucoup de gens, il faut arrêter de leur donner un traitement de texte parce qu'ils font des trucs absolument très compliqués, qui sont durs à lire, qui sont pas accessibles, alors qu'un format texte, c'est pas mal. Et c'est vrai que toute la partie Notion, et puis ce qu'on a eu aussi avec CryptPad, etc., qui sont des traitements de texte plus simples. Et je pense que, notamment pour les services de l'État, c'est pas mal. On n'est pas encore au niveau Google Docs, mais on va y arriver. En et ce qui surtout, me concerne, 90% des Google Docs que j'ai dans les boîtes où j'allais, où il y a tous les trucs de review,
produits et tout, c'est des Google Docs. 90%, il n'y a pas d'histoire de traitement de texte. C'est vraiment un Notion. En fait, d'ailleurs, ce dont tu as besoin, c'est quasiment juste une sorte de markdown Ouais. avec des commentaires. C'est ça. C'est-à-dire Ouais, pouvoir commenter et pouvoir dire. Ouais. Et après, Google Doc, il a un truc génial qui est sa partie collaborative. Ouais, la partie collaborative, tu peux partager un document avec plein de gens, ils peuvent traiter le document en même temps, ils gèrent la synchronisation de manière assez Mais puissante. ça, pour moi, c'est comme dit JB, 80, et encore 90, je pense que c'est plutôt 99% des usages. Tu n'as pas besoin du formatting avancé, tous les trucs de mise en forme, c'est complètement, pour moi, dans la plupart des cas, orthogonal au contenu en lui-même. Et puis Docs, quand c'est sorti sur Hacker News, ils avaient eu plus de 2000 votes. Enfin, vraiment, ça a été un gros boom. C'est super, bravo. Hein, Ça a été un gros boom. En fait, surtout ce qui est bien plus que le projet, c'est de se rendre compte que c'est que l'État, qui est quand même capable de dépenser 300 millions d'euros pour la paye des militaires et que ça marche pas. Attention, 330 millions pour la paye de l'éducation nationale et ça marche pas. Dernièrement, 253 millions. Non, mais il faut le dire. 253 millions pour le dépôt de plainte de la police et ça ne fonctionne pas. Est capable quand même de se dire peut-être que je pourrais faire mes propres logiciels plutôt que d'utiliser des prestats externes et des cabinets de conseil externes qui utilisent des prestats des prestats. Tu voudrais dire qu'ils auraient intérêt à faire en sorte que ça coûte de plus en plus cher, Jean-Baptiste? Je comprends pas. Je vais pas attention, rentrer, parce que... je vais pas rentrer dans le débat, mais évidemment. Enfin, tu vois, quelqu'un qui te vend du jour homme, en fait, il te vend du jour homme. Et donc, lui, son objectif, c'est d'avoir plus de jour homme. Là, c'est quand même un service de l'État qui se met à développer. Et ça, c'est vraiment fort. On avait déjà eu le début avec autour de Data Lab, OpenGouv, etc., autour de ce qui avait été fait Henri Verdier et tout ça. Il y avait déjà eu un premier début. Et là, il y a vraiment... Etalab. Et là, il y a un vrai sujet de OK, on y va. Donc là, c'est la DINUM, donc c'est les services centraux. Je sais qu'il y a l'ANCT, donc les collectivités territoriales qui commencent à regarder ça. Et donc, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, j'aime bien la philosophie de OK, maintenant, peut-être que l'État, il pourrait faire des choses. C'est courageux, en vrai. Non, ils se sont fait taper dessus. Ah bah oui, ouais. Ils se sont fait taper dessus direct. Ils se sont fait taper dessus parce que ça pouvait entrer en compétition avec un écosystème déjà existant, il y avait déjà des projets. C'est exactement. Mais moi, je dis souvent, quand tu as l'intention de faire beaucoup mieux et que tu fais beaucoup mieux à la fin, tu avais raison d'y aller. C'est à la fin de la foire. Ouais, alors oui, mais tu as toujours une question de moyens. C'est-à-dire que si tu arrives à l'État, quand tu as un mastodonte qui arrive, qui sont dans un sujet, tu avais des éditeurs. Qui sont pas contents parce que tu arrives sur leur projet. Moi, je pense qu'il y a un vrai besoin. Le problème, c'est que l'ordre de grandeur de l'investissement pour faire un Office 365 ou un Google Doc Drive, c'est 1 milliard d'euros. Et là, personne n'a encore compris, c'est 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que tu peux... Attends, tu parles à ISO fonctionnalité. D'abord, les fonctionnalités, elles ne sont pas forcément incroyables, même dans Google Doc, mais même l'investissement, c'est ce genre d'ordre de grandeur, parce que si jamais tu veux avoir une synchronisation, une fédération, avoir des gens... Là, c'est facile, c'est l'État qui discute dans l'État, mais quand c'est une boîte qui discute avec l'État, dans Google Doc, t'invites n'importe qui, donc c'est vraiment hyper interopérable, certes, toujours dans un endroit maîtrisé par Google, mais l'ordre de grandeur pour faire ça bien, c'est très élevé, et notamment les gens et politiques en France et à l'Europe commencent à comprendre qu'on parle d'un ordre de grandeur, c'est 1 milliard. Un navigateur, l'ordre de grandeur de l'investissement pour faire un navigateur web, c'est 1 milliard, entre 1 à 5 milliards. Tout est 1 milliard. Non, mais une suite bureautique, tu vois. Et donc, il faut comprendre que les investissements... Mais en même temps... Après, le diable est dans des détails, comme toujours. Mais ils ont recruté des bons aussi. Enfin, en tout cas, toute la chaîne, que ce soit... Mais c'est sûr qu'il y a... Il y a Sylvain Zimmer il y a Sylvain, il y a Samuel, il y a Pierre, etc. Donc, ce sont des gens qui sont capables de faire les choses. Et surtout, pas juste capables techniquement, capables de monter une vision qui va être validée par, donc là, la DINUM, donc les services de l'État, et notamment du Premier ministre. Donc, pour moi, le truc où j'applaudis le plus, c'est pas trop la partie technique, bizarrement, mais c'est vraiment la partie transfo. T'arrives à vendre une vision, t'arrives à trouver les budgets, t'arrives à motiver des gens, t'arrives à le déployer avec une approche relativement produit, c'est-à-dire avec un résultat orienté et une itération et une création de communauté. Donc vraiment l'inverse de ce que fait habituellement l'État pour les projets informatiques à plusieurs centaines de millions. Ouais, et puis j'ai envie de dire, ça marche. Donc en plus, non seulement ça marche, il fallait le faire, mais en plus, tout ce qu'on dit, a posteriori, ils ont réussi. Et puis c'est en prod, les services d'État tombent dessus. Bravo.
Non, donc félicitations à eux. Donc Docs, qui fait partie de la suite numérique. Pareil, lien en commentaire. Il reste un dernier tour, tu veux y aller, JB? En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un projet que les gens ne connaissent pas trop, qui s'appelle NextGraph, qui est justement un projet de collaboration chiffrée. C'est-à-dire que justement, quand tu vois Google Doc, qui est plutôt bien fait, c'est que la force de Google Doc, c'est vraiment la collaboration, plus que la mise en forme. Et c'est ce qu'on appelle des CRDT. C'est une façon où chacun peut faire une petite modification, et cette modification, elle va se répliquer à tous les gens qui regardent le document. C'est la synchro collaborative, c'est un peu ça que c'est tu la dirais comme ça. synchro collaborative, c'est-à-dire qui te dit par exemple, ça marche comment? Ça te dit, Steve, il a modifié ce mot et il l'a mis en gras. Et en fait, tu as une façon d'écrire en disant Steve, ce mot en gras. Et c'est envoyé ensuite à tout le monde pour faire de la collaboration. Parce que tu as des soucis quand même de synchro, de synchronisation, cohérence, de qui a édité avant qui, etc. Voilà, parce que si tu as plusieurs édité un document, s'il y a quelqu'un qui le met en gras, l'autre le met en italique, en fait, tu as un conflit. Est-ce qu'on est trois sur la même cellule spreadsheet et qu'on essaie de tous de modifier en même temps, quoi. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on appelle les CRDT. Et la plupart de ces CRDT ne sont pas chiffrés. Or, là, ça arrive sur l'idée d'être capable de faire du chiffrement end-to-end. C'est-à-dire que le serveur n'a pas accès au document. Donc, c'est vraiment, si jamais on échange un document tous les trois, ça utilise un peu de chiffrement qui fait que seuls nous trois pourrons y accéder avec notre wallet, avec notre gestionnaire de clés. Et tout va être chiffré, y compris toutes les petites modifications. Donc, tu vois, et surtout, ça fonctionne de telle façon que tu puisses avoir, si jamais on rajoute quelqu'un qui va accepter au document, il va aussi récupérer les clés pour être capable de lire le document. Et quand tu enlèves quelqu'un, en fait, il n'a plus accès à la suite de documents. Et tout ça sans que le serveur central soit au courant. Et ça, c'est très, très fort parce que pour moi, c'est le futur de justement la suite numérique. C'est d'utiliser des choses comme ça où vraiment, tu as de la confidentialité end-to-end. Si tu veux pas de confidentialité, tu n'en as pas, mais au moins, c'est capable de le faire. Et pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit au monde qui soit capable de faire de la CRDT chiffrée fédérée. Ça active quand même des sacrés use cases. En fait, surtout, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir réfléchir à faire des applis. Toutes tes applis web, elles pourraient être totalement chiffrées du navigateur au navigateur. Parce que moi, il y avait un mec de chez Apple qui m'avait dit qu'ils avaient énormément galéré sur iCloud, sur la suite iCloud, Keynote, iCloud, tout ça, parce que vu qu'ils s'étaient chiffrés et qu'ils ne voulaient pas regarder les données, ils avaient énormément de mal à faire de la collaboration. Et avec NextGraph, ils vont pouvoir le faire, quoi. Exactement. Okay. Et d'ailleurs, en fait, la difficulté. C'était très lent d'ailleurs. Je me rappelle, c'était hyper lent pour faire des modifications sur Keynote Cloud à plusieurs. C'était vraiment. En fait, c'est très compliqué parce qu'il faut en fait avoir ce qu'on appelle un snapshot du document et puis en plus que tu puisses amener tes modifications une par une. Donc voilà, assez cool comme projet. Ok, NextGraph. NextGraph, ça a l'air super solide et puis ça a l'air d'ouvrir plein d'opportunités. Steve? Et moi, c'était un truc un peu geekos. C'est désolé les gars. T'es au bon endroit. Voilà, ça s'appelle à la Patek, donc ici. Donc, non, à la Philippe Patek. À la Philippe. Très bien, mal, très bien. Ça s'appelle Ghosty. Ghosty, c'est quoi? C'est un nouveau terminal. Enfin, nouveau. Il n'est pas nouveau en termes de temporalité, mais en tout cas sur le marché des terminaux, ce qu'on appelle des terminal émulators. C'est un petit peu le nouvel entrant, et j'adore. En fait, c'est fait par un mec qui s'appelle Michel Hashimoto. Qui est, tu connais le nom de tous les mecs qui font tous les alors, projets, je ne le connais pas, lui, vite fait, voilà, mais c'était le fondateur de HashiCorp, pour ceux qui connaissent, voilà, qui, il a pris ses 9.0, et puis il s'est dit, tiens, sur quoi je pourrais geeker, et il s'est dit, je vais faire un terminal émulator sans compromis. Et donc, il se trouve qu'il a fait ça en Zig. Bon, au final, il a fait le terminal émulator le plus rapide. C'est devenu maintenant, depuis presque un an, plus d'un an, mon émulateur, mon terminal de choix. Je ne sais pas si tu utilises, toi, JB. Bien sûr. Mais c'est très, très, très solide. Il y a une attention au détail qui est quand même très, très forte. Il a le temps, hein. Avec ce qu'il a vendu, il a le temps, lui. Hein. C'est ce qu'il a vendu. Il a dit, bon, moi, j'ai le temps. D'ailleurs, ça resté, je crois, 1 an et demi, 2 ans en bêta privée. Donc, on se le passait sous le manteau, en mode, t'as pas une build et tout, machin. Et c'est vachement bien. Moi, ça change ma vie parce que
on se rend compte un petit peu de putain, en fait, les émulateurs de terminaux, ça peut être très rapide. Et puis voilà, pour ceux, toi, je sais que tu passes ta vie dans le terme. Moi, je suis quand même fait partie des gens qui ont un éditeur qui n'est pas dans le terme. Dans le terminal. Dans le terminal, dans le terminal. Là. Mais moi, je code toujours sur Vim et je suis toujours dans mon terminal. Toi, tu m'avais dit à Alors, l'époque, ton setup, c'est Vim-Mut. Ouais. Toujours? Alors, Mut, non. Ça y est, t'as... J'ai plus Mut, mais oui. Ah, Mut, attends, pour info, Mut, c'est pour les emails. Ouais, c'est pendant très longtemps. En fait, je gère beaucoup d'emails et donc j'ai besoin d'avoir un système d'emails rapide. Pour le moment, le seul truc que j'avais trouvé bien rapide, c'était Mut. Maintenant, c'est Fastmail, qui est vraiment rapide. D'accord. Mais moi, je code dans Vim. Moi, quand j'utilise des outils d'IA, c'est des outils en ligne de commande. Donc moi, je passe ma vie quand je code en ligne de commande. Parce que là, on avait une question là, il y a 2 semaines dans des commentaires, c'était parlons de choses sérieuses, Vim ou Emacs, quoi. Tu vois. Aïe. Voilà. Non, mais en fait, et j'ai répondu pas de religion. Pas de religion. En fait, Pas de religion. Il n'y a plus de débat, tu vois. Oui, il y a Vim et puis Vim, quoi. voilà, Tu vois, en même temps, il n'y a jamais eu de débat. Moi, j'ai lancé Vim un jour et je devais avoir peut-être, 17-18 ans. Puis c'est toujours en train de tourner. Je n'ai pas réussi à sortir. J'ai mis l'ordinateur, je l'ai mis dans une boîte. Parce que je ne sais pas comment sortir, donc tant pis, j'ai condamné l'ordinateur, on a fait une maison autour. Et puis, Voilà, choisissez-vous aussi Vim ou Emacs pour ceux. Non, mais ouais, le terminal, c'est quand même l'endroit où on passe notre vie. En plus, entrepreneur, il y a le terminal des avions, là où on passe notre vie. Voilà. Puis il y a le terminal sur. Non, je sais mais lequel des deux je préfère. Hein. Non, mais il y a un vrai truc où ça fait plaisir de voir, puis surtout ce focus quand même sur vraiment, mais obsessif sur la performance. Et surtout, il a pris quand même quelques partis pris où il a vraiment décidé de ne pas suivre ce que tout le monde lui disait, ce que tout le monde faisait avant. Et donc, notamment dans les émulateurs de terminal, la ligne de commande hein, pour les gens normaux, il y a beaucoup d'historique, de compatibilité avec des terminaux qui n'existent plus, mais on a toujours fait comme ça, etc. Et là, il arrive en disant, en fait, j'ai plus besoin de ça. Ouais, il a revendu à je sais pas combien de milliards, mais qui peut être benevolent dictateur, quoi. Il design, il fait ce qu'il veut. Il a des choix très opinionated et il s'en fout, quoi. Il dépend pas d'un sponsor, la Linux Foundation, quoi. Absolument. Puis ça, il y a un petit peu. Alors après, c'est un peu le cas aussi. On voit avec beaucoup de projets. Alors c'était pas volontaire, mais c'est un peu le ton un peu sous-jacent de beaucoup de projets qu'on voit avec écrits en Zig. C'est vraiment ce focus et évidemment ce résultat. De performance un peu next level, on a l'impression de retrouver, un nouveau, on va dire, respiration sur la perf, quoi. Et surtout sur un truc interactif de l'être humain, c'est quand même trop chouette, quoi. Et ça s'appelle Ghosty. Ghosty. Donc Ghosty, pareil, lien en description et en commentaire. Moi, je voulais parler d'un projet qui s'appelle Gnome. Alors, c'est Google qui a sorti ça en 2023. Alors, c'est pas Gnome, le projet open source connu. Là, c'est vraiment un projet Gnome. C'est sur les matériaux, parce que moi, je suis ingénieur matériaux de formation, je rappelle, tout ça. Donc voilà, parce que vraiment, en dessous du hardware, il y a vraiment la couche physique, c'est les matériaux. Et les nouveaux matériaux, ils permettent d'obtenir des nouvelles performances, fonctionnalités qu'on retrouve plus tard dans le software, quoi. Un peu ce qu'on disait, le bon hardware, ça fait le bon software. Et le bon hardware, c'est aussi des bons matériaux, quoi. Et aujourd'hui, il y a à peu près 48 000 cristaux connus. En chimie, on parle de matière organique ou inorganique. Organique qui contient du carbone, inorganique qui ne contient pas de carbone. Et les cristaux de matière inorganique, on en connaît 48 000. Et là, Google, ils ont fait un projet d'IA générative avec les bons modèles physiques. Enfin, physique-chimie. Enfin bon, ceux qui font de la physique savent que la chimie, c'est de la physique. Mais tiens, ça prend ça, prof de chimie de terminale. La chimie, c'est la vie. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'ils ont généré à peu près 2 millions de nouveaux matériaux qui sont théoriquement faisables. Donc 2 millions de nouveaux cristaux qui sont théoriquement faisables. Il y en a à peu près 400 000 qui sont réalisables aujourd'hui, qui sont vraiment réalisables et qui sont considérés comme stables. Donc ça, c'est intéressant. Donc imagine, on est quasiment à x10 l'existence de tous les cristaux connus. Donc tu vois, c'est assez intéressant. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont même fait un modèle, un IA Lab, pour les générer automatiquement, pour les générer en vrai, quoi. Donc c'est assez intéressant, c'est open source, et il y a des startups en France qui se lancent aussi dans la génération de matériaux. Et donc là, c'est plutôt inorganique.
Ouais, c'est vraiment inorganique, vraiment pour l'aspect cristaux qui permettent de faire ensuite les matériaux qu'on connaît pour les C'est quand batteries, même fou, pour la microélectronique. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, l'idée, c'est qu'avant, on les cherchait un peu de manière sérendipitaire, on les cherchait un peu au hasard. C'est les chercheurs qui imaginaient des structures, et là, on a dit à l'IA, mais voici les règles, vas-y, fonce. Et donc, on arrive à un nombre de matériaux assez incroyable. Et donc, il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Donc, voilà, le projet GNOME de Google, sorti en 2023, mais vraiment, ça fait 12-18 mois que ça explose. Et il y a énormément de startups qui sont lancées par-dessus. Donc, voilà, pareil, lien dans la description. Et last but not least, Moi, je voulais parler d'Apertus. Apertus, c'est un LLM open source. Donc, j'ai fait pas mal de confs dernièrement et je rappelle la différence entre vraiment ce qui est open weight, puisque la plupart des LLM dont on parle, c'est open weight, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser comme tu veux, mais tu sais pas comment ça a été fait. C'est cool, mais c'est pas assez. Et il y a des gens qui ont commencé à faire des vrais LLM open source. Alors, il y a deux grandes familles. La première, c'est OpenLLM, avec une communauté assez forte en France. Mais il y a surtout les Suisses de l'ETH Zurich et de l'EPFL qui ont créé un projet qui s'appelle Apertus, et qui est donc un LLM qui déjà est orienté à être beaucoup plus multilangue, puisque c'est un sujet européen, mais surtout, il t'entraîne, il te donne toutes les informations pour réentraîner. C'est-à-dire que vraiment, tu as les datas, la structure de données, les scripts d'entraînement, à la fin, évidemment, l'entraînement, les poids, l'algo pour l'inférence, et tu peux l'utiliser comme tu veux. Donc, c'est la première fois qu'il y a un vrai LLM qui respecte les libertés fondamentales de l'open source. C'est sûr qu'on n'est pas au niveau de ChatGPT 5, ni de Llama 6, mais en tout cas, c'est bien parce que ça montre qu'il y a une possibilité de faire des vraies IA génératives intégralement open source. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur OpenCrawl, c'est qu'en fait, plus il y aura de données ouvertes, plus on pourra justement faire des IA qui sont vraiment open source. mais c'est fou, mais dès que les mecs ils ont de la thune, ils commencent à faire les choses pour le bien commun. Que ce soit les entrepreneurs qui ont vendu des boîtes et qui commencent à faire Ghosty ou YouSearch, où là, c'est les Suisses. Bon, tous les Suisses n'ont pas de l'argent, mais peut-être que la Suisse a de l'argent. Et ils font un truc, mais pour le bien commun, avec tout, quoi. C'est vrai que tu vois ça souvent, et là, il y a aussi une question qui arrive de plus en plus forte, qui est une question de souveraineté et de multilatéralisme, et qui fait que, en fait, tu veux quand même pouvoir être un peu plus maître de ton destin, parce que tu ne sais pas trop ce qui va arriver dans les 30, 50 prochaines années. Et donc, pour un État, plutôt que de payer des boîtes de conseil pour leur faire des projets pourris très, très chers, peut-être qu'on pourrait donner de l'argent à des universités pour faire des projets intéressants. Non, mais la Suisse, c'est impressionnant. Un petit État, c'est les maîtres du chocolat, ils ne produisent pas de chocolat. C'est le mec de l'argent aussi. Ah oui, ils ont gagné l'America's Cup il y a quelques années, ils n'ont pas de mer autour. Alors qu'America's Cup, c'est une course de voilier. Et puis maintenant, ils se mettent à faire de l'IA et ils font apparemment ça bien, quoi. En fait, il y a quand même, ils ont quand même deux universités qui sont très très fortes en ingénierie, l'ETH à Zurich et l'école politique de l'EPFL à Lausanne. Et ils ont vraiment des universités qui continuent à livrer beaucoup de choses hyper intéressantes. L'EPFL est dans plein de langages informatiques. En fait, ils ont vraiment Scala, mais plein d'autres choses. Ils sont hyper bons en compilateur. Donc c'est très très cool, mais surtout, ça montre la voie. Il y a une autre voie. La neutralité suisse. Et ça s'appelle Apertus. Ça s'appelle Apertus. Allez, bonus, parce qu'on en a fait 9. Bonus, on avait dit que pour le dernier, on ne ferait peut-être pas un truc open source, on avait le droit de faire autre chose. Et toi, apparemment, tu as passé du temps sur un truc. Alors, d'abord, c'est pas open source, c'est pas connu, c'est pas très original. Ouais, on l'a dit qu'on avait le droit pour le 10e. C'est quand même mon Windows. coup de cœur. C'est mon coup de cœur de l'année. C'est évidemment Expédition 33 de Sandfall Interactive. Ce jeu, on m'a dit tu vas voir, c'est bien, etc. Je fais oh là là, encore un jeu qu'on vend. C'est génial. C'est frais, c'est tout français. le monde m'en parle. Mais comment tu l'as pas déjà acheté? Oui, mais parce que j'ai eu la grippe. Figure-toi, voilà, j'ai eu la grippe. Ça fait quelques mois que ça existe, Oui, bon, ou alors c'est juste que ta liste dans Steam de trucs de jeux non joués est un peu élevée. Mais je dois avouer que c'est vraiment très très cool parce que tu sais, t'avais un peu en musique et un peu en jeux vidéo, il y a 10, 15 ans, 20 ans, on parlait de la French Touch. Moi, je suis persuadé que les Français doivent être très bons en jeux vidéo parce qu'il y a un peu une côté créatif. Et là, c'est vraiment génial. C'est une équipe relativement petite. Je crois qu'ils sont une trentaine. Ouais, ils sont une trentaine et le jeu. Et t'as passé combien d'heures dessus? Je ne veux pas répondre à cette question.
Tu as passé combien d'heures dessus? Ouais, beaucoup. Pas autant que certains autres jeux, parce que moi, il y a quelques jeux auxquels je joue énormément, des sortes d'open world faits par une autre boîte française qui s'appelle Ubisoft. Parce que notamment, c'est mon benchmark pour Kyber, c'est mon benchmark oui, chez d'accord. Shadow. Ouais, et donc, en fait, j'ai quelques jeux que j'ai poncés, mais en fait, je continue à faire tourner parce que je les connais très bien. Bon, au moins, t'es pas comme Elon Musk. Tu payes pas des gens pour aller loin, finir les jeux à ta place et faire croire que t'es un gamer, quoi. Alors, je dois avouer que c'est quelque chose qui m'est franchement, une fois traversé l'esprit, notamment comme je joue beaucoup à Pokémon Go, ce qui est très très mal. Il y a quand même de temps en temps, il y a quelques trucs où tu te dis « Ah putain, ça serait quand même Tu cool. joues encore à Pokémon Go? Je rejoue. Je rejoue, d'accord. J'ai arrêté et je rejoue et je suis pas mal. Il y a des évolis dans le coin, non? Il y a pas de... Mon pauvre enfant, mon pauvre. Voilà, donc c'est moi vraiment mon coup de cœur, jeu vidéo français, Expédition 33. Eh ben ça marche. Eh ben écoutez, voilà, c'était 10 projets open source, étoile, astérisque, un dernier où on avait le droit de ne pas respecter. Voilà, on estime... Moi, il m'a convaincu, je vais l'acheter. Même si je joue pas, je vais l'acheter. Ouais, toi, de toute façon, tu supportes, toi. Toi, tu supportes, même si tu Alors, n'utilises pas, tu on supportes. déconne, mais en vrai... Ça m'arrive aussi, ouais. Ça fait, Parce enfin, que ça fait Mediapart- partie des trucs, tu te dis, en vrai, est-ce que j'y joue pas? J'en ai rien à foutre. Bravo, les gars. Si je peux vraiment mettre une petite pierre à Ouais, l'édifice, tu vois, en tant que consommateur. Ouais, parce que moi, Mediapart, quoi, je lis pas, mais je suis abonné. Voilà. C'est un peu ça, ce genre de truc. Voilà, donc 10 projets open source ou presque pour le dernier, qui sont sûrement très intéressants et que vous allez découvrir. Donc voilà, vous allez voir, tout est en commentaire. Écoutez, ça laisse présager des bons trucs pour les 12 mois qui viennent, quoi. ouais, On complètement. espère. C'était à la French. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pareil, à vous inscrire, à mettre des commentaires. On n'a eu que 150 commentaires à la dernière vidéo. On en veut plus, on en veut 300, 400, on veut tout péter. Donc, et puis on répond à tous les commentaires. Donc ça, c'est une manière aussi de rentrer en contact avec nous. Merci à tout le monde, hein, d'ailleurs, pour les commentaires, de prendre le temps de nous regarder. Quelle joie! Donc c'était à la French et puis on se revoit la semaine prochaine. Allez, au Salut, boulot. à la semaine Ciao. prochaine. Au boulot! Au boulot. Steve, t'as pris cher toi la semaine dernière. J'ai pris tellement cher. Et 40 degrés alité pendant 4 jours, les gars. Moi, à partir de l'année prochaine, je me vaccine, mais 5 fois. Pas besoin de chauffage. Et moi, c'était il y a 3 semaines, je l'ai pris. J'ai fait 2 jours 40 degrés le week-end et puis ça allait. En gîte blanche, 2 jours. Ouais. Ah. On est immunisé. C'est bon. bien, voilà. On ouais, est prêt. pas mal. On est Super, parti. les gars. Moi, j'ai fait pas mal de releases de plein de soft. J'ai fait une grosse release de Lips Pascal Audio. J'ai fait une release de VLC, là, sponsorisée par le gouvernement allemand, qui nous donnait des thunes pour faire ça. Moi, j'ai reçu ce courrier. Je suis en procès contre Anthropic. Ah, parce qu'ils t'ont volé tes. Parce qu'ils ont indexé ton. Ils ont indexé mes 2 livres publiés chez Aurélie. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Je vais peut-être l'ouvrir en direct. Là, je veux savoir le set. Et comment tu sais que c'est ton livre? Ah, t'as le settlement dedans et tout? Je sais pas. Je crois que mes co-auteurs m'ont envoyé, m'ont dit écoute, ouvre ce courrier. Donc, Ok. Ah, sympa. donc on va voir. Est-ce que je suis riche ou est-ce que je vais avoir 10 balles comme d'hab